fin de la session d'octobre du Conseil national de transition. La dernière séance plénière a porté sur le vote de 3 projets de loi, dont l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2024. Vous entendrez le discours bilan du président du CNT qui s'est exprimé sur l'actualité nationale. La journée internationale de la Poste a été célébrée le 9 octobre dernier. Au Mali, les activités commémoratives ont eu lieu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre avec comme thème « Unis pour la confiance, la Poste, un outil de souveraineté nationale ». Processus de retrait de la MINUSMA. Une séance de travail a réuni ce matin les membres du gouvernement et la délégation onusienne. Tous se réjouissent du bon déroulement du processus de retrait et les regards sont désormais tournés vers l'avenir des relations entre le Mali et les Nations Unies. Et puis, coup d'envoi ce jeudi des travaux préparatoires des États généraux de l'éducation. La journée a été marquée par une rencontre des membres de la Commission nationale d'organisation pour examiner les thématiques retenues. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Merci de votre fidélité à ORTM1. Pour vous informer, bienvenue dans la grande édition. La lutte contre la corruption prend une nouvelle tournure avec l'adoption d'une stratégie et d'un plan d'action dans le cadre de la lutte contre le fléau. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a officiellement lancé ce jeudi la stratégie de lutte contre la corruption à Luceni Touré pour le compte-rendu. Recommandée par les Assises nationales de la refondation, la lutte contre la corruption connaît une évolution notable avec le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce mal qui gangrène nos sociétés est combattu par notre gouvernement et ses partenaires. L'adoption de cette stratégie va contribuer, sans nul doute, à renforcer la coordination des acteurs, de nombreux acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, intervenant dans la prévention et la lutte contre la corruption, et ainsi de formaliser l'engagement de l'État en la matière et d'en mesurer les résultats. L'appui du système des Nations Unies et du PNUD en particulier s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons ensemble, le projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'État de droit, qui est mis en œuvre conjointement avec ONU Femmes et ONUDC, et aussi du nouveau projet qu'on a ambition de démarrer bientôt, de lutte contre la corruption et de l'enrichissement illicite. Et ces deux interventions bénéficient de l'appui de plusieurs partenaires, et dont le Royaume des Pays-Bas, que je voudrais remercier, le Danemark, la Suisse. La mise en place de cette stratégie et son plan d'action a obéi à une démarche inclusive et participative. Le processus connaîtra d'autres étapes dans les tout prochains jours. Le gouvernement a initié l'élaboration d'un document référentiel dénommé Stratégie nationale de lutte contre la corruption. À titre de rappel, le processus d'élaboration du document a été conduit dans une approche inclusive et participative à travers la création, depuis octobre 2021, d'un comité de pilotage regroupant l'ensemble des acteurs du secteur public, de la société civile et du secteur privé. Le document de stratégie adopté par le gouvernement et assorti d'un plan d'action quinquennal est structuré autour de 4 axes stratégiques. La gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation, et la communication et donc la sensibilisation. La corruption est inversement proportionnelle au développement. Elle a toujours figuré en bonne place dans les agendas des autorités successives de notre pays, mais il semblerait que la démarche a toujours fait défaut. L'espoir repose donc sur cette nouvelle démarche pour amorcer le changement attendu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est devenue une réalité grâce à l'engagement des autorités de la transition, accompagné en cela par les organisations de la société civile, le secteur privé, sur lequel je compte beaucoup personnellement, les populations maliennes, dis-je, et les responsables à tous les niveaux. Ce peuple exige la redevabilité de la part des responsables. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est conçue et voulue comme un outil d'amélioration de la gouvernance publique,
visant à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, aussi diversifiées soient-elles. La mise en œuvre de cette lutte permettra de rétablir la confiance des citoyens en les institutions dont le crédit avait été largement entamé. J'appelle tous les Maliens, de tout bord politique, social qu'ils soient, qu'ils viennent pour qu'on refasse ces Mali nouveaux, sans condition. L'application de cette stratégie contribuera sans nul doute à améliorer l'image de notre pays grâce à la gestion rigoureuse et transparente des affaires. Unis pour la confiance, la Poste, un outil de souveraineté nationale. C'est le thème retenu par les autorités maliennes pour commémorer la Journée internationale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année. La Poste du Mali fait de cette journée un atout et une opportunité pour être au rendez-vous du numérique. Tamsir Diabaté et Gaussou Ashtoré. Comment relever le défi de la relance de la Poste afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse? C'est la question qui était au centre des débats entre les acteurs du secteur postal à l'occasion de cette journée dédiée à la Poste. Aujourd'hui, celle qu'on qualifie de patrimoine national affiche un nouveau visage, conformément aux orientations des autorités maliennes. En clair, la Poste occupe une place de choix dans le concert du secteur postal au niveau international. Le Mali s'est engagé à soutenir le développement de l'activité postale par des politiques publiques incitatives et dynamiques qui intègrent la digitalisation des services postaux et produits postaux. C'est le lieu pour nous d'évoquer la participation d'une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre, Dr Choguel Kogala Maïga, au congrès de l'Union postale universelle tenu à Abidjan en août 2021, qui a facilité l'élection du Mali au conseil d'administration de cette institution 60 ans après son adhésion. L'élection du Mali à la tête de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la 5e session du conseil d'administration de l'organisation tenue en mars 2023 à Bamako. La signature de la convention de concession et du cahier des charges pour la fourniture du service postal universel entre l'État et la Poste du Mali, faisant de celle-ci l'opérateur désigné. Cette journée de la Poste est un atout et une opportunité d'examiner les exigences du moment afin que la Poste soit mieux outillée pour faire face à la révolution numérique. Dans un contexte de développement de nouvelles technologies, les postes montrent jour après jour leur capacité d'innovation. Ainsi, l'utilisation à travers le monde de drones, par exemple, ou de véhicules sans chauffeur pour la livraison de colis, de lancement du courrier hybride, le développement de paiements mobiles ou de la monnaie électronique pour les transferts d'argent, ou encore la création d'opérateurs mobiles virtuels sont autant d'exemples de la faculté des postes à s'adapter, voire à anticiper l'évolution de l'environnement dans lequel elles opèrent. Si la Poste est aperçue comme un maillon essentiel du développement, le moment est donc propice d'aller au-delà du diagnostic, mais plutôt de conjuguer les efforts afin que la relance de la Poste soit effective, au grand bonheur des usagers, surtout dans un monde en perpétuelle mutation. Depuis plusieurs années, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses imposant à la faveur du numérique et du commerce électronique des changements de paradigme. De nouveaux concepts et vocables sont apparus. Poste digital, poste artificiel, protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas de ce fait rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème mondial.
Malgré les difficultés, la Poste du Mali innove à travers des solutions numériques, surtout en matière de finances digitales. Ainsi, le Premier ministre a tenu à appeler aux acteurs concernés, à l'occurrence l'autorité malienne de régulation de télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO et la Poste elle-même à se donner la main pour la relance de la Poste au vrai sens du terme. La journée de la Poste, c'est aussi une foire d'exposition du savoir-faire en matière de courrier express et les autorités ont eu droit à une visite des stands. Voilà, journée internationale de la Poste. Parlons à présent du processus de retrait de la MINUSMA. Une séance de travail a réuni ce jeudi les membres du gouvernement et la délégation onusienne. Tous se réjouissent du bon déroulement du processus de retrait et les regards sont désormais tournés vers l'avenir des relations entre le Mali et les Nations Unies. D'autres détails avec Mamari Kone. Le dialogue n'a jamais été rompu entre le Mali et les Nations Unies. Ces propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale traduisent la bonne ambiance et l'identité des points de vue qui ont prévalu lors de cette séance de travail. Il s'est agi pour les deux parties de faire le point de l'état d'avancement du processus de retrait de la MINUSMA. Étant donné le fait que la liquidation ainsi que la phase de retrait qui est maintenant en cours sont très importants, mais ce qui est plus important, c'est le commencement d'un nouveau chapitre entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies pour le bénéfice du peuple du Mali sous la guide des priorités fixées par le gouvernement malien. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, même si le processus se passe bien, il a toutefois rencontré quelques incidents mineurs. La première phase s'est déroulée globalement dans une atmosphère en tout cas de compréhension mutuelle avec quelques défis qui ont été surmontés. La deuxième phase que nous savions difficile du processus de retrait de la MINUSMA ne s'est pas exactement passée comme nous le voulions. Il y a eu des difficultés, comme il faut s'attendre à cela, des difficultés qui sont liées à plusieurs facteurs. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 15 jours de la fin de cette période. On peut dire que nous allons atteindre ce résultat du retrait de la MINUSMA au 31 décembre face à un calendrier extrêmement contraignant d'un retrait d'une mission de cette taille dans une période de 6 mois. C'était un grand défi, mais nous pouvons dire que cet objectif politique sera atteint. Il sera atteint. Pour l'État malien, le plus important était de pouvoir assurer ou parvenir à un retrait de la MINUSMA en préservant l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'ambition du gouvernement malien est de conclure cette phase en maintenant une coopération normale avec les Nations Unies. La MINUSMA, qui n'est qu'une composante des Nations Unies, donc une mission, termine son travail, mais les Nations Unies, dont le Mali est membre, va rester ici et était là avant la MINUSMA. Et les Nations Unies, dans ses différentes composantes, agences, fonds et programmes, restera ici pour travailler pour les bénéfices des populations maliennes et l'État malien, qui est responsable de tous les autres sur notre territoire, continue à s'engager pour que les Nations Unies puissent continuer à remplir leur mandat avec le concours des autorités maliennes. Et cette phase, nous souhaitons qu'elle puisse se continuer. Le ministre Abdoulaye Diop a eu une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés au Mali pour la quête de la paix. À noter qu'une quinzaine de membres du gouvernement sont impliqués dans l'exercice sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Œuvre sociale du président de la transition, les élèves du groupe scolaire de Djelibougou viennent de bénéficier de la générosité du colonel Assimi Goïta. Ils ont reçu ce matin 100 cartons de craie blanche fabriqués par la société de production des aveugles du Mali, Ibrahim Kaokonaté et Moussa Togo. Une pierre, deux coups. C'est aussi ça, les œuvres sociales du président de la transition. En effet, pour servir plusieurs couches en même temps, les craies de l'UMAV ont été achetées pour différentes écoles. Ces craies ont été confectionnées par l'UMAV. C'est dans le cadre des œuvres sociales, dans le cadre aussi de la commémoration de la journée du 3
décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, a voulu mettre ses non-voyants à l'éclair pour les acheter de la craie, plus de 800 cartons, et venir offrir à l'école malienne. L'école malienne en général, aujourd'hui nous sommes à la rive gauche, on a commencé le lancement hier, ça va continuer Inch'Allah. Le groupe scolaire BEC de Djelibougou a eu 100 cartons de 25 boîtes. Cette œuvre de générosité est aussi une œuvre de charité, car elle permet à la fois de valoriser le travail de l'Union malienne des aveugles en nous encourageant à la consommation des produits made in Mali, faits par les Maliens et surtout des hommes et des femmes qui ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés, d'être accompagnés. Ce geste du président de la transition, colonel Assimi Goïta, a été bien apprécié par les élèves du groupe scolaire BEC de Djelibougou. La fonction enseignante est au centre d'une rencontre d'échange tenue ce jeudi. Elle s'inscrit dans le cadre des États généraux de l'éducation. Les 75 membres de la Commission nationale d'organisation devront faire une analyse des thématiques retenues afin de proposer des stratégies de renforcement des ressources humaines dans l'enseignement. Fademba Keita. Une analyse de la fonction enseignante s'impose pour une refondation efficiente du système éducatif malien. C'est dans ce dessein que sont initiés les États généraux de l'éducation. Sorte d'espace d'échange ou de recherche de solutions de 48 heures menées par 75 membres de la commission d'organisation des 10 États généraux. Les 3 groupes de travail constitués pour la circonstance se répartissent sur autant de thématiques jugées impératives pour l'atteinte des objectifs. De manière spécifique, certainement, de réfléchir sur les sujets de la formation initiale des enseignants et des enseignants-chercheurs, de la gestion du recrutement, de la formation continue, du redéploiement, la question relative à l'absentéisme et à l'attrition des enseignants, des conditions de travail et de la carrière des enseignants. Depuis le mois d'août, nous travaillons. Nous avons mis en place, nous avons élaborer une note conceptuelle, des termes de référence, une feuille de route et identifier 18 thématiques qui seront mises en discussion dans les ateliers. On va réfléchir pour qu'il puisse y avoir suffisamment d'enseignants de qualité pour toutes les écoles du Mali. Les retombées des États généraux de l'éducation profitent aux 4 secteurs: éducation nationale, enseignement supérieur, ministère de l'administration territoriale, mais aussi au ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat national. Pour garantir un enseignant devant chaque enfant, il y a lieu pour nous d'examiner le contexte professionnel et social des enseignants à travers la gestion des carrières et la valorisation sociale de la fonction enseignante. Il s'agira d'analyser et de proposer les solutions, de se pencher sur la gestion des enseignants en termes d'effectifs disponibles, de besoins à satisfaire, de répartition et de disponibilité sur le territoire national. Les recommandations issues des 2 jours de travaux vont permettre aux membres de la commission qui seront déployés dans les capitales régionales d'approfondir la sensibilisation sur le bien fondé des États généraux de l'éducation à travers 18 thématiques. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a visité aujourd'hui le site des logements sociaux de Tabakoro. L'objectif de cette visite est de constater les occupations illicites des espaces publics et de certaines voies d'accès au site. Reportage Mamadou Fane. Des voies obstruées par des habitations illicites, des logements sociaux inachevés squattés par des individus, des espaces publics détournés de leur vocation initiale, c'est le triste constat fait par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population lors de sa visite sur le site des logements sociaux à Tabakoro. J'ai reçu depuis que j'ai pris fonction plusieurs correspondances des habitants des logements sociaux dénonçant
effectivement l'occupation illicite des espaces prévus pour les équipements et aussi des correspondances qui demandent la réalisation de ces équipements. Donc je suis venu voir ce matin de visite, constater effectivement que ces espaces-là sont illicitement occupés. Pour le ministre, force doit rester à la loi et toutes les dispositions seront prises par les autorités pour rétablir l'ordre selon le ministre. Quand on vient réhabiliter, améliorer le cadre de vie, on est obligé de libérer les espaces prévus pour les équipements. C'est ce qui amène ce qu'on appelle les recasements. Mais dans ce cas ici, il n'y aura pas de recasement parce que c'est des gens qui se sont installés, ils le savent pertinemment, ils ont défié la loi, ils ont défié l'État. On les a toujours dit de ne pas construire, ils se sont entêtés à construire. Il y a des plaques qui indiquent, nonobstant cela, malgré les efforts des agents de la gendarmerie, des agents de l'urbanisme, les gens s'entêtent à construire la nuit, tout ça pour se dire qu'une fois qu'on construit, c'est fini. Non, ils se trompent lourdement. Au cours de cette visite, le ministre a appelé les populations au civisme et à faciliter un cadre de vie sain pour les habitants des logements sociaux. Le ministre était accompagné à cette occasion par les responsables des différents services techniques de son département et les membres de son cabinet. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à la rencontre de ses sœurs. Coulibaly Mariam Maïga était ce matin dans la commune de Yélékébougou. Sur place, elle a échangé avec la coopérative des femmes de la localité sur les réformes politiques et institutionnelles afin que celles-ci se l'approprient pour la réussite de la transition. Awaditma Kamara et Aboubakar Traoré étaient nos envoyés spéciaux. Bamako Yélékébougou, 35 km. La distance parcourue ce jeudi matin par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Coulibaly Mariam Maïga échange avec la coopérative des femmes de Yélékébougou sur les réformes politiques et institutionnelles introduites par les autorités. Parmi celles-ci, la Constitution du 22 juillet 2023, la loi 052 et celle électorale. Les femmes de Yélékébougou ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exercice du jour. Ni yo sharia sumba la jay baye bi ka kele lu kan ni yoro chama blam ambal mam so yi ango nga ka kan mali muso be ko o ko don ala ma be garjige na sara kala na ala ma be fana garjige seben kala ni na donc madawla anga mo la wuli o lu ka se mo ma o sigiyoro la muso ma o sigiyoro la wala sa kan ni sharia nu kuma kan nyefo wala sa muso be se ka familialité. Discussion sans filtre. Le but, c'est pour que les femmes ne soient plus le dindon de la farce. Une formation qui reconforte plus d'un. Merci beaucoup au ministère en charge de la promotion de la femme pour cette opportunité. À travers cette rencontre, nous savons que nous pouvons compter sur les autorités. Cette formation du ministère en charge de la promotion de la femme est inscrite dans la feuille de route du département intitulée Genre, élection, réforme du ministère en charge de la décentralisation. Ainsi, les enjeux sont de taille pour les femmes. Cela peut paraître un peu prématuré, mais comme on le dit en Bamarako, nous sommes venus avec des formateurs qui vont faire toute la journée avec elles, qui vont aussi leur poser des questions sur les difficultés qu'elles ont à s'inscrire sur les listes électorales et beaucoup d'autres difficultés. Donc sur la base de ça, nous allons les éclairer, mais ces formateurs-là vont rester aussi à la disposition de ces femmes-là pour que dans les jours à venir, dans les temps à venir, si elles ont des préoccupations, qu'elles aillent vers eux afin qu'elles soient suffisamment prêtes au moment des élections futures. Une pierre deux coups. Cette visite a été l'occasion pour la délégation de faire un tour au centre multifonctionnel de la commune. On ne peut pas parler aujourd'hui de participation de la femme à la vie publique sans parler de son autonomisation. Et aussi, le constat est que pour que l'autonomisation soit réellement une réalité, il faut que les femmes soient beaucoup plus impliquées au processus de participation aux questions de gouvernance. En perspective, le département compte aller à la rencontre de toutes les femmes à Bamako, à l'intérieur et même à l'extérieur. La finalité est de permettre à chacune d'elles d'apporter sa pierre à l'édification du Mali.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis ce matin la clé d'un lot de véhicules aux forces de sécurité. 69 pick-up monocabines entièrement financés sur le budget national. Ces véhicules devraient renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Reportage Youssouf Diakité, Adama Traoré. Ce sont au total 69 véhicules pick-up monocabines qui viennent d'être mis à la disposition des forces de sécurité nationales. Des véhicules entièrement financés par le budget national. Un fait qui démontre une fois de plus la volonté et la détermination des autorités de la transition à relever tous les défis liés à la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Je veux, à mon nom personnel et au nom de mes collègues ici présents, vous exprimer notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour la très grande écoute que les plus hautes autorités de la transition accordent en permanence à nos difficultés et les réponses concrètes qu'elles s'efforcent d'apporter dans un temps record. La meilleure preuve nous est fournie aujourd'hui avec cette dotation importante de 69 pick-up de grande qualité. Monsieur le ministre, ces véhicules vont nous permettre de renforcer nos opérations de sécurisation et de poursuivre la traque sans relâche des criminels et des terroristes sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement de la transition du Mali, dans sa volonté affichée de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité, est résolument engagé sous le bienveillant leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dans un vaste programme de réalisation d'infrastructures, d'acquisition d'équipements spécifiques et de moyens roulants. Ces véhicules sont destinés aux nouvelles unités dans le cadre de leur opérationnalisation et plus particulièrement celle du Nord. Ces véhicules, faut-il le rappeler, permettront de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Pour mémoire, la présente remise est un premier lot d'une suite. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay a tenu la 30e session de son conseil d'administration. La structure s'apprête à se doter d'un cadre stratégique accompagné d'un plan de mise en œuvre pour la période 2024-2028. Malgré le contexte peu favorable, il ressort que l'EMP à Lune-Blondin-Bay maintient le cap et fonctionne à hauteur de souhait. On en sait plus avec Aridjo Matina. Centre international d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay œuvre à favoriser la stabilisation tout en renforçant permanemment son statut de centre d'excellence en matière de formation, de réflexion dans le domaine des opérations de paix. L'école tient à travers cette activité la 30e session ordinaire de son conseil d'administration. Un moment de retrouvailles donc pour les administrateurs de l'établissement, qui sont les ambassadeurs d'un certain nombre de pays qui financent son fonctionnement, de mesurer le chemin parcouru. Le contexte géopolitique actuel et les sombres perspectives pour la paix et la stabilité durable au Sahel placent l'école de maintien de la paix au cœur de la prévention et de la gestion des crises. C'est dans cet ordre d'idées que l'école s'apprête à se doter d'un cadre stratégique accompagné d'un plan de mise en œuvre pour la période 2024-2028. Lors de cette 30e session, les activités réalisées par l'école cette année ont été minutieusement examinées. C'est là la grande satisfaction des responsables. Aujourd'hui, l'école se porte bien. Sur les 12 partenaires traditionnels de l'école, nous avons 10 partenaires qui font réellement des contributions de taille. En 2023, nous avons formé plus de 4400 personnes. Et à côté de cela, nous avons organisé environ 6 séminaires. Et ça, c'est une première au niveau de l'école. Dans le domaine du maintien de la paix, il faut toujours travailler en permanence parce que les menaces évoluent, parce que les environnements évoluent et l'école doit évoluer en conséquence. Représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants, président du conseil d'administration de l'école, le général de division Sidiki Samake a rassuré la direction par rapport aux préoccupations soulevées ainsi que les recommandations qui feront l'objet d'examens approfondis de la part de son département afin que l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay poursuive son rayonnement.
L'USAID a procédé au lancement de son programme Mali Resilience Challenge Fund, porté par l'Institut international de recherche sur l'élevage. Le projet vise à renforcer les capacités des communautés et des écosystèmes afin de résister aux défis du moment. Le compte rendu de Awa Adama Coulibaly. La pauvreté chronique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les chocs climatiques, économiques, sociaux et sanitaires, entre autres. Voici autant de mots auxquels sont confrontées les populations des régions du centre et du nord. Mali Resilience Challenge Fund a justement été initié pour permettre à ces communautés de se remettre des impacts générés et diversifier leurs moyens de subsistance. Mettre à l'échelle dans la zone de résilience les mécanismes de gouvernance des ressources naturelles qui sont très souvent à la base de beaucoup de conflits entre les différents usagers, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers. Comment mieux renforcer la cohésion sociale et la stabilité. Toujours aux aguets, prêts à accueillir et accompagner les initiatives salvatrices, les aidant dans leur mission régalienne, le gouvernement du Mali, à travers le département de l'élevage et de la pêche, se réjouit du dit programme qui cible 92 communes du Mali. Compte tenu de l'insécurité dans le centre et le nord du Mali, l'USAID a élargi la zone focale de résilience au Mali à 92 communes, dont 71 au niveau de la région de Mopti et 15 communes à Tombouctou, 6 au niveau de Gao, pour les 40 000 bénéficiaires. Un aspect crucial du programme est la mise en place d'une communauté de pratique axée sur la résilience, comme plateforme d'échange, d'apprentissage mutuel et d'intégration des activités de l'humanitaire, du développement et de la paix. Le Mali a été désigné par l'USAID comme l'un des 15 pays prioritaires en matière de résilience et bénéficie de 7,2 milliards de francs CFA pour réparer les systèmes de production et de solidarité qui ont été fragilisés. La phase 2 du projet intitulé « Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique blé » vient d'être lancée. Le projet vise à obtenir un impact transformationnel de l'agriculture et une augmentation durable de la productivité de la production de blé. Daouda Kone. Il ressort dans les rapports que la filière bleue occupe une place importante dans la stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, dans le but de renforcer le caractère stratégique de la dite filière et améliorer le revenu des producteurs. Que l'Institut d'économie rurale IER et ses partenaires contribuent à l'amélioration de la production et de la productivité du blé au Mali à travers le projet Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, TAHAT Bleu. Il vient d'être lancé au cours d'un atelier qui a regroupé toutes les parties prenantes du projet. Ce qu'on peut retenir de cette deuxième phase, surtout, c'est l'organisation des différents acteurs autour de cette filière. Chacun va y participer, surtout par la mise en place d'une plateforme d'innovation. Le projet s'appuiera dans le cadre de sa mise en œuvre sur les institutions de recherche et procédera d'une approche partenariale avec le gouvernement, les producteurs, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les institutions financières. L'importance de cette culture n'est plus à démontrer. Donc c'est pour cette raison que ICADA et la Banque africaine de développement, que nous nous cesserons de remercier, ont mis les efforts ensemble en vue de financer justement cette deuxième phase du projet blé. Le projet devrait permettre l'accès aux intrants à un coût abordable et se traduire par la diversification du système agricole malien à travers l'adoption de nouvelles technologies d'intégration du blé avec d'autres cultures. L'occasion est bonne pour vous exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement de la République du Mali pour la constante sollicitude et les actions robustes et soutenues engagées par vos organisations en faveur du développement de la culture du blé en Afrique et particulièrement au Mali. Cette deuxième phase durera 4 ans.
La Société de néphrologie du Mali et ses partenaires ont initié une journée scientifique. Cette première édition a pour thème l'insuffisance rénale aiguë, enjeux et prise en charge. Sokona Kamisoko nous en dit plus. Une vingtaine de communications pour un seul objectif, faciliter la prise en charge des personnes atteintes de l'insuffisance rénale aiguë au Mali. À travers l'organisation de cette journée, les chercheurs maliens et étrangers ont présenté des communications relatives à l'état des lieux de l'insuffisance rénale aiguë en Afrique subsaharienne, l'insuffisance rénale aiguë obstétricale, la réanimation, entre autres. En 1994, quand j'ai terminé mes études, nous étions 2 néphrologues. En 2007, nous étions 3 néphrologues. Et aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de néphrologues. Donc la prise en charge a changé. En 1997, nous n'avons qu'un seul centre, une unité. Je me rappelle, nous avons créé cette unité en avril 1997, une unité de 2 générateurs. Aujourd'hui, nous avons des centres à Mopti, à Ségasso, à Ségou, à Caille et à Bamako, on vient encore de créer d'autres centres. Certes, beaucoup a été fait dans le domaine de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie, mais jusque-là, des défis persistent. Nous constatons qu'environ 12% des malades admis dans les services présentent une insuffisance rénale aiguë. Mais malheureusement, on se rend compte souvent aussi que dans 40%, donc ces malades-là doivent bénéficier rapidement d'un traitement de suppléance, c'est-à-dire l'hémodialyse dans notre contexte. Donc ce qui pose souvent un problème dans l'évolution donc par rapport à la récupération de la fonction rénale. Mais qu'à cela ne tienne, donc environ 75% de ces malades récupèrent de façon intégrale leur fonction rénale. Cette première édition de la journée scientifique de la Société de néphrologie du Mali a vu la participation des chercheurs en ligne comme en salle. Demain vendredi s'ouvre aussi à Bamako la 2e édition du Congrès international de l'Association malienne d'urologie. Cet important rendez-vous se penchera sur plusieurs thèmes relatifs aux maladies génitales en général et les défis liés à l'exercice de cette spécialité. Écoutons plutôt Mamadou Lamine Diakité, président de l'Association malienne d'urologie. Il est au micro de Nuhum Sissoko. Ce congrès, il y a plusieurs thèmes à traiter. D'abord, les cancers en urologie, les fistules vésico-vaginales, puis également la lithiase urinaire, ce qu'on appelle les calculs, et puis la chirurgie mini-invasive, ou les méthodes chirurgicales maintenant, où on n'ouvre plus. Maintenant, pratiquement plus de 80% des pathologies qui sont traitées de façon chirurgicale par la chirurgie mini-invasive. La spécialité avance beaucoup rapidement, donc nous, on essaie d'être au même niveau que les pays occidentaux ou les pays qui sont autour de nous. Ici aussi, nous avons commencé, donc, mais nous sommes assez limités par le manque de moyens de nos structures. C'est vrai, l'État nous aide beaucoup, surtout nos partenaires aussi, comme l'INPS, qui nous aident beaucoup. L'urologie, surtout, traite les pathologies, surtout masculines, et on s'intéresse surtout aux parties cachées. Donc, les gens ont vraiment honte pour venir consulter pour ces différentes pathologies. Donc notre défi aussi est d'amener la population pour qu'ils puissent comprendre qu'une maladie qui est diagnostiquée tôt, vraiment est facile à traiter. Pratiquement une 60aine d'urologues au Mali qui ont été formés ici, donc qui peuvent vraiment prendre ces pathologies en charge. Nous vous l'annoncions au tout début de cette édition fin de la session d'octobre du CNT. La dernière séance plénière a porté sur le vote de 3 projets de loi, dont celle portant loi de finances pour l'exercice 2024. Au cours de cette cérémonie de clôture, le président du Conseil national de transition a survolé l'actualité nationale avec un accent particulier sur la situation à Kidal. Le contenu de son discours avec Fousseni Toukara. C'est le vote du projet de loi des finances 2024, deuxième partie, qui a marqué la fin de cette session d'octobre du Conseil national de transition. Dans son discours de clôture, le président colonel Malik Zhao a d'abord évoqué les motivations de son institution à accueillir favorablement les propositions budgétaires du ministre des Finances. Le Conseil national de transition a adopté la loi des finances 2024
à la majorité absolue, convaincu qu'elle répond à la vision du chef de l'État et qu'elle porte les ambitions et les ressources qui vont permettre de relever les défis qui nous assaillent actuellement. Je rappelle que le budget d'État pour l'année 2024 se chiffre en prévision des recettes budgétaires à 2 387 871 747 000 francs CFA contre une prévision de dépenses budgétaires de 3 070 740 433 000 francs CFA. La session d'octobre, les membres du CNT l'ont consacrée à la ratification d'ordonnances et des projets de loi relatifs aux conventions et accords. Un accent particulier a été mis sur la diplomatie parlementaire. Nous avons œuvré au renforcement de la diplomatie parlementaire à travers nos participations aux différentes rencontres internationales. Il faut aussi ajouter que notre capitale a abrité la session du sous-comité du CIP UEMOA. Au-delà de ces sessions délocalisées auxquelles le CNT a largement participé, je voudrais aussi remercier les acteurs sociaux, les ambassadeurs et les amis sincères du Mali que nous avons reçus et qui nous ont témoigné toute leur amitié et tout leur soutien à la transition. Dans cette allocution, le président du CNT est revenu sans surprise sur la situation de Kidal, une région désormais sous le contrôle de l'État. Dieu merci, ceci est devenu une réalité le mardi 14 novembre 2023 par la rentrée triomphale de nos femmes à Kidal. Cette prise de Kidal marque une étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire longtemps envahi par des hordes de terroristes. Nous félicitons le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta pour sa vision stratégique par rapport à l'atteinte de multiples défis, tous prioritaires, et pour avoir su redonner aux Maliens et aux Maliennes leur dignité et leur fierté en rendant les forces de défense et de sécurité plus aptes à remplir leur mission de protection des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, l'actualité dominante dans le Sahel est bien la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Ce qu'il faut retenir aussi de l'AES, c'est qu'elle présente un nouveau chapitre dans la lutte contre le terrorisme dont les résultats sont tangibles au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les ambitions de l'AES dépassent largement celles du G5 Sahel. Non, je vais dire plutôt le GD Sahel, pour être plus précis, depuis le retrait du Mali de cette organisation qui a été suivie par celui du Burkina Faso et du Niger. Les questions sociales n'ont pas été occultées par le premier responsable de l'organe législatif, la transition. La situation exige toutes les attentions du gouvernement. Entre les délestages et les coûts de plus en plus élevés des produits de grande consommation, nos compatriotes ont fait preuve de beaucoup de compréhension et de patience. Nous savons que des mesures énergiques sont en cours, mais nous demandons encore, une fois au gouvernement, de communiquer plus et d'aller très vite, car le mois de Ramadan pointe à l'horizon. Pour conclure, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, a félicité les Aigles cadets 3e mondial lors de la Coupe du monde des cadets de la catégorie. Il a aussi salué l'ensemble de la presse malienne pour le professionnalisme constaté tout au long des sessions que le CNT observe. Et dans nos éditions de demain, nous allons revenir sur cette journée de vote au CNT. Les rôles et responsabilités des leaders communautaires des autorités administratives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le sujet était au centre d'une conférence débat animée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Djemba Moussa Konaté.
Ils sont plus de 40 participants des cercles de la région de Koulikoro selon l'ancien découpage administratif à prendre part à cet atelier sur les violences basées sur le genre. 5 jours durant, les participants se familiariseront avec des notions telles l'exploitation et l'abus sexuel, le harcèlement sexuel, le code de conduite et les mécanismes de gestion des plaintes, entre autres. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Redis 3. Une des missions régaliennes de ce projet-là, c'était de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Parce que vous savez, le projet Redis 3 est un projet sous-régional et qui couvre 4 pays, le Mali et le Bénin, la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO malgré, et puis le Niger. Donc nous sommes ensemble avec ces pays-là pour la mise en œuvre de la 3e phase du projet Redis 3 qui tend présentement vers la fin, qui doit clôturer en mars 2024. Cet atelier devra permettre de contribuer à réduire le taux de VBG au Mali qui est de 45% pour les femmes de 15 à 49 ans selon l'enquête démographique et de santé du Mali EDSM 6-2018. Cet atelier est d'une importance capitale. Il permettra de renforcer les capacités des points focaux de la gendarmerie, de la justice, de la police et même du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les violences basées sur le genre constituent un phénomène très enraciné dans les us et coutumes de certaines communautés au Mali, constituant ainsi une grave atteinte aux droits élémentaires de la personne humaine. À la fin de cette formation, les points focaux devront être capables d'animer des sessions de formation et de sensibilisation des communautés à la base. Communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Jumada Sania ou Lassiri Laban n'a été aperçu le mercredi 13 décembre 2023 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Jumada Sania ou Lassiri Laban débute au Mali le vendredi 15 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. 7 universités turques prennent part à une foire d'exposition appelée la foire de l'éducation. Elle présente les opportunités d'études en Turquie et les professeurs de l'enseignement supérieur se rencontrent pour la 3e fois consécutive dans le cadre des journées scientifiques. Ce sont là quelques brèves commentées par Aliou Abdoulaye Touré. La Fondation Marif de Turquie a initié une foire d'exposition universitaire dénommée la foire de l'éducation. Cette rencontre vise à mettre en évidence les opportunités d'études en Turquie. 7 universités turques ont pris part à cette exposition. Nous voudrons vraiment faciliter le trajet aux étudiants maliens sans escroquerie. En passant par l'agence Marif, nous avons plusieurs universités, presque toutes les universités privées et publiques de la Turquie, pour faciliter le trajet vraiment aux étudiants, le choix des universités, les procédures jusqu'au visa. Les travaux de la 3e édition des journées scientifiques des sciences humaines et des sciences de l'éducation ont débuté ce mercredi à Bamako. Il s'agit, à travers ces journées, de faire découvrir les innovations en la matière. Enseignants-chercheurs, la progression en grade se fait à travers les recherches. Alors, donc, il nous faut organiser ces journées pour venir partager les fruits, les résultats des recherches, pour échanger, partager les expériences. Et nous avons enregistré 237 participants qui vont venir donner des communications. La 4e édition du dîner gala du programme de réinsertion et de réhabilitation socio-professionnelle des jeunes filles en situation de rue aura lieu ce samedi dans un hôtel de la place. Cette initiative de l'association Algria vise à soutenir et former les jeunes filles afin qu'elles puissent abandonner les rues. Avec la crise actuelle du Mali, les déplacés se multiplient. L'idée du dîner gala, c'est de collecter des fonds pour la réinsertion et la réhabilitation socio-professionnelle des jeunes filles en situation de rue.
En troisième région, les résultats du programme d'appui aux filières agropastorales, j'y arrive, se sont satisfaisants. C'est le constat fait par les membres du comité de pilotage qui ont visité quelques réalisations du dit programme. Ils ont aussi échangé avec les acteurs des filières lait et pommes de terre. Compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. L'objectif de cette mission est d'échanger avec les acteurs des filières lait et pommes de terre dans le cadre du suivi des activités du PAFA 2, programme d'appui aux filières agropastorales, une mission des membres du comité de pilotage qui a eu droit à une brève présentation des acquis du programme avant de se rendre sur le terrain. Le PAFA 2 est financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises à 10 milliards de francs CFA environ. Il s'étend de 2020 à 2024 et appuie les filières lait et pommes de terre sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional de Sikasso. C'est un programme qui concerne la sécurité alimentaire. Ça permet aussi de créer de la richesse et ça permet aussi de créer l'emploi. C'est un programme qui est venu ici pour promouvoir l'employabilité rurale, pour que les jeunes vraiment s'attellent à ces activités pour gagner quelque chose et éviter d'aller s'enrôler ou d'aller vers les sites miniers. La visite a commencé par le centre de services des producteurs de lait de Sikasso, une structure de collecte de lait qui offre aussi des services d'insémination artificielle, de santé animale, entre autres. Après ce centre, cap sur les chambres froides de conservation des semences de pommes de terre. Ici, il est attendu très bientôt 150 tonnes de semences produites localement. La mission s'est ensuite rendue à l'unité de transformation des pommes de terre d'Amou. Qu'il s'agisse du lait ou de la pomme de terre, les résultats sont à hauteur de souhait selon les membres du comité de pilotage. On a pu constater une belle capacité de transformation du lait local. Nous avons pu également, avec la fêtière de la pomme de terre, faire le constat des progrès énormes qui ont été accomplis en matière de production sémancière. Nous avons pu constater que la pomme de terre, au-delà des chips, on peut la transformer en purée, séchée, on peut la transformer également en bouillon, on peut la transformer en déguet, on peut également mixer avec d'autres produits, ce qui nous incite, en tout cas encourage le gouvernement à soutenir le domaine agricole, à soutenir les chaînes de valeur du secteur. À l'entame des travaux de terrain, la mission a rendu une visite de courtoisie à la gouverneure de la région de Sikasso. L'impunité est la sève nourricière des violations des droits de l'homme. C'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, veille à ce que les auteurs de crimes répondent de leurs actes devant la justice. C'est ce qu'affirme le président de la CNDH. Parmi les situations visées, le charnier récemment découvert à Kidal ou encore l'attaque contre le bateau Tombouctou. Sur le plateau de l'émission, l'invité de la semaine, Agibou Boiré, s'est prononcé sur la question. Suivons un extrait de cet entretien. C'est des événements atroces, abominables, qui peuvent constituer même des crimes contre l'humanité et passibles de la compétence de la CPI. Et lorsque nous les apprenons, le premier réflexe, c'est vraiment de condamner. Et je profite de cela pour dire que il ne s'est jamais passé d'exaction contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles que la CNDH n'a pas dénoncé. Nous avons systématiquement dénoncé et demandé l'ouverture d'enquêtes. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les auteurs et puis de les remettre entre les mains de la justice afin que l'impunité soit bannie dans le pays. Donc si nous condamnons, nous ne nous contentons pas de cela. Nous continuons à rassembler les éléments de preuve, à faire des recoupements, même s'il y a le défi sécuritaire qui nous empêche souvent d'être sur le terrain, mais il y a des sources crédibles qui peuvent nous apporter des informations de première main. Et c'est avec cela que nous produisons des rapports et que nous soumettons à qui des droits. Alors dans le registre, on va dire, de l'horreur, il y a eu le bateau Tombouctou, il y a eu d'autres attaques bien évidemment, mais par rapport à cette situation qui a particulièrement ému le pays, et bien au-delà, quelle a été la réaction de la CNDH? La CNDH a automatiquement condamné dès qu'elle s'est assurée de la véracité. Et nous avons toujours systématiquement ouvert des dossiers d'enquête.
L'invité de la semaine à suivre donc ce soir après les infos météo. Et retrouvez désormais dans vos kiosques médecine traditionnelle et couverture universelle en soins de santé. Un autre système de santé est-il possible? Ce cahier de l'Institut de recherche interdisciplinaire au Sahel Web du Bois est le fruit de Bakary Toumagnon et Sergio Gianni et préfacé par Dr Suleiman Dolo et Dr Dragos Ouedraogo. L'œuvre fait état d'une étude qualitative, analytique et descriptive de l'implication des acteurs de la médecine traditionnelle dans les activités de santé publique, notamment la surveillance épidémiologique communautaire, la traumatologie, les accoucheuses traditionnelles, entre autres. Et point final donc à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, Khadija Toukone, mais avant 13h sera présenté par Hawa Makamara. Passez d'excellents moments sur ORTM1.